Tu sais, en 69 années sur cette terre, j'ai appris que les actes de bonté les plus extraordinaires se produisent quand personne ne regarde. Et c'est précisément ce qui rend cette confession si difficile. Je n'ai jamais raconté à quiconque ce que j'ai vu ces nuits d'été. Pas avant aujourd'hui. Je m'appelle Henry Callahan. Dans la petite ville de Westbrook, la plupart des gens me connaissent comme ce vieux marine grincheux, celui qui s'installe sur son porche chaque soir avec un verre de bourbon, les yeux perdus dans un quartier qui ne l'étonne plus depuis longtemps. Ils n'ont pas tort. Après la mort de ma femme, Julia, emportée par un cancer aussi discret que destructeur, ce porche est devenu ma tour de guet. Mon dernier bastion contre le silence oppressant de la maison vide. C'était pendant l'une de ces nuits sans sommeil, aux alentours de 2 heures du matin, que j'ai remarqué quelque chose d'étrange à propos du berger allemand de mon voisin. Un chien magnifique. Il appartenait à Nolan Brooks, un infirmier de nuit à l'hôpital central de Westbrook. Chaque soir, Nolan partait pour sa garde vers 10 heures et son chien, Chase, restait dans la cour, à tourner comme un sentinelle. Mais cette nuit-là, quelque chose avait changé. Je l'ai vu s'approcher de l'angle du jardin, la clôture devait bien faire 1,80 m. Et là, devant mes yeux fatigués, ce chien a commencé à grimper. Pas sauter, grimper, avec une méthode presque humaine. Il utilisait les traverses en bois comme appui, malgré une patte arrière raide et une vilaine cicatrice le long du flanc droit. Arrivé en haut, il s'est figé, scrutant la rue comme un éclaireur militaire, puis a bondi de l'autre côté avec la grâce silencieuse d'un vétéran en mission. « Eh bien, merde alors !» ai-je soufflé, mon bourbon oublié dans ma main. Chase s'est engouffré dans l'ombre entre 2 lampadaires, avançant avec une précision qui m'a immédiatement interpellé. Mon premier réflexe n'était pas tendre. Les chiens errants, ça veut souvent dire des poubelles renversées, des bagarres avec d'autres animaux, ou pire. J'avais déjà assez de perturbations dans ma vie sans qu'un chien vagabond vienne ajouter son chaos à l'équation. Et pourtant, le lendemain matin, Chase était là, couché sous l'érable du jardin de Nolan, paisible, comme s'il n'avait jamais quitté les lieux. Une part de moi s'est demandé si j'avais halluciné, si mes pilules du soir et ce verre de trop avaient tordu la réalité. Mais la nuit suivante, rebelote. Même heure, même escalade improbable, même pas cadencée, carrément militaire. Et au bout du 5e soir, la curiosité s'était incrustée en moi comme un éclat de métal sous la peau. Ce chien n'errant pas, il n'explorait pas. Il était en opération. J'ai murmuré dans la nuit « C'est quoi ta mission, soldat ?» Et j'étais sérieux. J'ai passé assez de temps dans les zones de conflit pour reconnaître les gestes de ceux qui ont été entraînés. Chase avait cette démarche et ce regard sombre, intense, intelligent. Un regard que je n'avais vu que chez les hommes qui reviennent du front avec des souvenirs qu'ils ne peuvent plus raconter. Le genre d'yeux qui porte du poids, de la mémoire, du fardeau. Les voisins me voient comme un vieux fou amer, un homme trop seul, trop silencieux. Peut-être qu'ils ont raison. Depuis que Julia est partie, observer est devenu mon moyen de rester connecté à ce monde. Le gamin des Grantes qui fugue en douce à minuit. Le jeune couple du coin qui se dispute trop fort les fenêtres ouvertes. Même le livreur qui s'attarde un peu trop chez Madame Loucheline, la veuve du pasteur. J'observe, je note. Mais Chase, lui, il échappait à tous mes schémas. Quelque chose dans sa routine nocturne semblait sacré, essentiel. Et cette maudite patte, cette douleur visible. Il grimpait ce fichu grillage chaque nuit, comme si rien d'autre ne comptait. Une nuit, la lune pleine a révélé sa cicatrice avec une clarté crue. Ce n'était pas une blessure de parc à chien, c'était chirurgical, calculé, comme s'il avait été sauvé de justesse. Et pourtant, il montait encore, toujours. C'était admirable et profondément troublant. J'ai tenté d'en parler à Nolan au détour d'un matin où il rentrait du travail. J'ai fait comme si de rien n'était. « Votre chien sort parfois ?» Nolan m'a regardé, sincèrement étonné. « Chase ? Jamais. Il est toujours là quand je rentre. Pourquoi il a causé des problèmes ?» J'ai secoué la tête. « Non, juste une question. Beau chien. » Il a souri, fier. « Ouais, c'est un sacré numéro. Je l'ai récupéré il y a 2 ans. Son ancien maître est mort. Personne ne voulait d'un chien avec ses soucis. » Et il a baissé un peu la voix. Dysplasie de la hanche, et puis, il a vu des choses. Comme vous, les anciens. Il prend son temps pour faire confiance. J'ai acquiescé. Un respect silencieux flottait entre nous. Ce chien et moi, on était peut-être pareils. 2 vieux soldats abîmés, campant à la marge d'un monde trop rapide. Mais Chase, lui, continuait ses missions. Et plus je regardais, plus je comprenais que ce n'était pas anodin. Il n'était ni en quête de nourriture, ni en balade.
Il n'allait pas chercher des congénères, non, c'était une mission. Et ça me rongeait. Assez, ai-je lâché un soir en reposant mon verre. Il y a des choses qu'un homme doit découvrir par lui-même. Je savais que c'était ridicule. Suivre un chien dans les rues désertes de Westbrook, à mon âge, si mes anciens du corps des Marines me voyaient, ils se paieraient ma tête jusqu'à la fin de mes jours. Mais après 3 ans à regarder la vie passer depuis mon Porsche, ce petit mystère me semblait valoir le détour. Le lendemain, j'avais pris ma décision. Je suivrais Chase. Je découvrirais ce qui l'appelait, ce qui poussait ce vieux corps endolori à grimper chaque nuit cette clôture comme si le monde en dépendait. Ce que j'allais découvrir allait bouleverser tout ce que je croyais comprendre sur la loyauté, le but, et sur les moyens parfois étranges que trouve l'univers pour nous guérir, quand on s'y attend le moins. Laissez un j'aime et partagez vos impressions en commentaire, en nous disant aussi depuis quelle ville vous regardez. Et maintenant, reprenons l'histoire. J'ai emménagé à Westbrook il y a 15 ans. Après plus de 30 années passées dans les Marines, Julia et moi avions ce rêve simple. Une petite ville tranquille, des trottoirs assez larges pour les balades matinales, des voisins qui vous saluent quand vous passez. Elle avait trouvé cette maison pendant que j'étais en déploiement, une jolie bâtisse en briques baies rouges avec un immense chêne devant. C'est là qu'on vieillira ensemble, avait-elle écrit. On a eu 8 ans. 8 années de barbecue le samedi et de mots croisés le dimanche. 8 années où son jardin s'est lentement transformé en jungle féerique aux yeux des enfants du quartier. 8 années qui n'auront jamais été suffisantes. Le cancer ne fait pas de négociation. La première année après sa mort, les gens ont essayé. Des plats chauds déposés sur mon perron avec des petits mots écrits à la main. Des invitations au dîner de Noël, aux réunions de quartier. Même les Lofton avaient envoyé leur fils pour me proposer de coacher l'équipe de baseball junior, sachant que j'avais joué à l'université. J'ai décliné, d'abord poliment, puis un peu moins. Et au bout d'un moment, ils ont cessé d'essayer, ce qui était à la fois un soulagement et une tragédie. « Tu ne peux pas rester sur ce porche éternellement, Henry. » C'est ce que m'avait lancé le pasteur Lee en me croisant à l'épicerie locale. J'achetais comme chaque semaine du bourbon et des plats micro-ondables. « Regarde-moi faire » lui avais-je répondu, regrettant instantanément la sécheresse de mon ton. C'était un bonhomme, il faisait son travail. Mais le deuil a cette vilaine habitude de vous faire croire que votre douleur est plus authentique que celle des autres, plus légitime, plus imposante. Quand Nolan Brooks a emménagé à côté, j'étais déjà devenu le vieil ermite de la rue. Il avait débarqué un samedi matin avec un pack de bière artisanale, un type d'une 40aine d'années, les yeux cernés de quelqu'un qui vit de nuit. Il s'était présenté comme infirmier à l'hôpital central, avec cette gentillesse fatiguée qu'ont ceux qui prennent soin des autres. J'avais accepté la bière sans enthousiasme. « Je cherche pas à me faire un copain », l'avais-je dit. Il avait souri, pas le moins du monde vexé. « Aucun souci, monsieur. Je voulais juste prévenir que Chase, ici présent, risque d'aboyer un peu quand je pars bosser. Mais il se calme vite. » Chase était plus jeune alors, son pelage plus brillant. Mais même à l'époque, je voyais qu'il évitait d'appuyer sur sa patte arrière droite. La cicatrice était encore fraîche. Mais ce qui m'avait frappé, c'était son regard. Les chiens d'habitude sont dans l'instant, heureux, curieux. Lui non, il observait, il évaluait. Il ne s'approchait pas pour être caressé. Il restait légèrement en retrait comme s'il attendait une autorisation invisible. « C'est un chien militaire ?» avais-je demandé, devinant quelque chose dans son attitude. Nolan avait hésité. Pas officiellement, mais son ancien maître était dans l'armée, Afghanistan. J'avais hoché la tête. Une reconnaissance silencieuse de soldat à soldat. Il ne posera aucun souci, avais-je répondu. Et je le pensais. Pendant 2 ans, Chase et moi avons développé un respect mutuel. Pas d'affection, pas de jeu, juste ce lien discret. Quand je sortais chercher mon courrier, il me fixait depuis sa cour. Pas un aboiement, pas d'agitation, juste ce regard. Et parfois, je lui rendais un signe de tête. Il me répondait d'un clignement lent. C'était notre manière de communiquer, bien plus significative que tous les bavardages de voisinage. Je commençais à remarquer des détails. La façon dont Chase patrouillait le jardin de Nolan en dessinant toujours les mêmes cercles. Comment il se positionnait toujours de manière à voir la rue. Même ses montées d'escalier étaient réfléchies. Il compensait, ajustait, analysait. Tout en lui montrait une capacité d'adaptation, une volonté de continuer malgré les limites. Un jour, je n'ai pas pu m'en empêcher. Je l'ai demandé directement à Nolan. C'est quoi son histoire ? Il avait posé ses sacs de course sur la barrière et soupiré. Je sais pas tout. Le refuge m'a dit que son propriétaire s'est suicidé.
Trouble de stress post-traumatique, Chase était à ses côtés. Ils ont dû le tranquilliser pour l'éloigner du corps. Un nœud m'avait pris la gorge, trop de frères d'armes perdus comme ça. Trop de silence qui finissent par exploser en dedans. Le refuge voulait l'euthanasier, avait continué Nolan. Trop traumatisé. Il ne mangeait plus, montrait des signes d'agressivité, mais je travaille avec des gens brisés tous les jours. Alors j'ai pensé, peut-être qu'on pouvait s'aider mutuellement. Après ça, je n'ai plus jamais regardé Chase de la même manière. Ce n'était pas de la discipline, ce que je voyais en lui. C'était du deuil. Et une lueur étrange a commencé à se former en moi. Quelque chose de familier, inconfortable, mais intime. Chase et moi étions en deuil, ensemble. Deux orbites solitaires, gravitant autour de souvenirs impossibles à partager. La première fois que je l'ai vu grimper cette clôture, j'ai été presque soulagé, comme une preuve qu'il n'avait pas renoncé, qu'un feu brûlait encore en lui, malgré la douleur. Après ça, j'ai commencé à l'observer avec plus d'attention. Chaque nuit, aux alentours de 2h15, jamais plus tôt, jamais plus tard. Il partait et toujours revenait, environ 47 minutes plus tard. Parfois, sa boiterie était plus marquée, mais son regard brillait, satisfait, comme un soldat de retour de mission. Mon père disait toujours, on ne se mêle pas des affaires des autres, juste avant de faire exactement l'inverse. Mais cette fois, c'était différent. Je n'observais pas pour m'occuper, j'observais pour comprendre, pour résoudre. Il y avait une logique, une mission, et elle était importante. Alors, j'ai changé de stratégie. J'ai délaissé le Porsche avant pour celui de l'arrière, plus discret. Mon verre à la main, la lumière éteinte, et j'ai regardé, encore et encore, Chase prenait toujours la même route, Maple Street, puis vers Oak Ridge. Même cadence, même détermination, une vraie patrouille. Une nuit particulièrement humide, je l'ai vu rater son appui. Sa patte arrière a glissé, mon cœur a raté un battement, il a rattrapé la rampe avec la force de ses pattes avant, et a continué, malgré la douleur, malgré la gravité. « Qu'est-ce qui te pousse, bon sang ?» ai-je murmuré dans le noir. Le lendemain, je suis allé chez Ferrell's, la quincaillerie du coin. J'ai acheté de quoi réparer une vieille portion de clôture entre nos deux jardins. Un projet que personne ne m'avait demandé. Pete Ferrell a levé un sourcil en me voyant poser les planches sur le comptoir. « On te revoit parmi les vivants, Henry ?» J'ai grogné, évitant son regard. Je n'étais pas prêt à admettre que ma première vraie connexion depuis des années était avec un chien blessé. « Je répare ce qui est cassé », avais-je simplement répondu. Et en vérité, je ne parlais pas que de bois et de vis. Ce soir-là, j'ai tout préparé avec soin. Vieilles chaussures de marche, pantalon sombre, lampe de poche militaire avec lentilles rouges. Je n'allais pas courir après ce chien, mais je voulais garder mes distances sans le perdre. Je me sentais ridicule et étrangement vivant, comme si je m'équipais pour une mission de reconnaissance, et pas juste pour suivre un berger allemand dans les rues désertes d'un quartier résidentiel. « Julia, je crois que je perds la tête », ai-je soufflé dans le vide de la maison. J'ai presque entendu sa voix me répondre, moqueuse. Il était temps de soldats. La santé mentale est surestimée. À 1h45, ma vieille caméra de sécurité fixée sur le poteau entre les deux jardins a vibré. Mouvement détecté. Chase était en avance ce soir-là. Il tournait près de la clôture, agité, testant différents points, comme s'il cherchait une voie plus facile, plus rapide. Il n'avait jamais fait ça auparavant. Et puis, vers 2h, Nolan est rentré chez lui. C'était inhabituel. Son service se terminait normalement à 7h du matin. Dès qu'il est sorti de sa voiture, Chase a abandonné sa ronde et s'est précipité vers lui. Même dans l'image granuleuse de la caméra, je pouvais voir que Nolan avait l'air épuisé. Il s'est agenouillé, caressant longuement la tête de Chase, puis tous deux ont disparu dans la maison. Mission annulée, et contre toute attente, j'ai ressenti une déception sincère. Comme un gamin dont la chasse au trésor venait d'être annulée par la pluie. J'avais soif de réponses. Mais cette nuit-là, il n'y en aurait pas. Le matin suivant, j'ai vu Nolan dans son allée, chargeant ce qui ressemblait à du matériel de camping dans le coffre de son SUV. Chase était assis près de lui, le regard fixé sur lui, avec une intensité presque inquiète. Peut-on dire qu'un chien a l'air anxieux ? Celui-ci, oui, sans l'ombre d'un doute. « Bonjour », ai-je lancé, approchant d'un pas calme. J'avais décidé de prendre l'initiative. « Tout va bien ?» Nolan m'a regardé, un peu surpris de m'entendre lui adresser la parole. « Bonjour, monsieur Callahan. Oui, juste une urgence. On m'a demandé de remplacer un collègue au dispensaire satellite de Fairpine. Je pars pour 3 jours. Quelqu'un va s'occuper de Chase ?
Il hocha la tête. Une dame du service de garde, Madame Kuznets. Elle passe à midi. Je hochai la tête, l'air désinvolte. Vous savez, votre chien, il n'a pas tendance à aboyer la nuit? Le front de Nolan se plissa. Non, il est silencieux comme une tombe. Pourquoi? Je haussai les épaules. J'ai cru entendre du bruit l'autre soir. Sans doute le beagle des Rodriguez. Ce chien n'arrête jamais. Il rit, mais quelque chose passa dans son regard. Une brève lueur, d'inquiétude peut-être? Ou de soupçon? Avant que je puisse analyser davantage, il consulta sa montre. Je dois filer. Madame Kuznets devrait arriver d'ici une demi-heure. Il se tourna vers Chase, se baissant à son niveau. 3 jours, mon grand. Tu te comportes bien. Chase lui lécha la main, mais ses yeux suivaient Nolan avec une telle concentration que cela me donna la chair de poule. J'avais vu ce regard chez les soldats qui s'apprêtaient à désobéir à un ordre. Pas de rage, pas d'agitation, juste une certitude. Quand Nolan tourna au bout de la rue, Chase se retourna vers moi. Pas un son, juste ce regard. Ce même regard que nous échangions depuis 2 ans. Sauf que cette fois, il semblait me dire « Tu sais, tu comprends ?» Et c'était vrai. Je savais. Madame Kuznets arriva à 12h30. Une femme robuste, la soixantaine, avec un accent d'Europe de l'Est et une efficacité militaire. Depuis ma fenêtre de cuisine, je la vis entrer, remplir les gamelles de Chase, essayer de jouer avec un jouet couinant. Chase était poli, mais distant, pas hostile, juste absent. Elle resta une demi-heure récitant à haute voix les instructions laissées par Nolan, suffisamment fort pour que je les entende. Elle reviendrait à 20h pour la dernière sortie du soir. Ça me laissait une fenêtre de liberté, une mission possible. Je ne l'ai jamais dit à personne, mais après la mort de Julia, j'ai commencé à noter les allées et venues du quartier. Une sorte de routine malsaine, pas par voyeurisme, par besoin d'ordre, de structure. Le vide vous pousse à faire des choses étranges. J'avais un carnet près de la fenêtre. Le fils Grant rate toujours le bus le mardi. Madame Luglin reçoit un visiteur masculin tous les 2 jeudis. Les nouveaux voisins du coin se disputent à 17h30 pile. Julia aurait détesté ça. Ils méritent leur intimité, Henri, aurait-elle dit. Et elle aurait eu raison. Mais ces notes donnaient un sens à mes journées. Suivre Chase, cependant, c'était différent. Ce n'était pas une distraction. C'était une enquête, une raison, un objectif. À 2h10 du matin, Chase surgit de la chatière de l'arrière-cour. J'étais prêt. Habillé sombrement, lampe à lentilles rouge dans la poche, il fit son inspection de routine, puis s'approcha du coin nord-est de la clôture, là où les branches de l'érable offraient un point d'appui. Avec une fluidité douloureuse, il monta, patte après patte, boiterie visible, mais détermination intacte. Arrivé en haut, il s'arrêta. Longtemps, plus longtemps que d'habitude. Il scruta, il écouta, comme s'il sentait que quelque chose avait changé. Était-ce parce que Nolan n'était pas là, ou avait-il deviné que je le suivais? Puis il sauta, atterrissant de l'autre côté avec une grâce silencieuse. Et il partit. Je comptais jusqu'à 30. Puis je me mis en mouvement. Je suivis les ombres, me glissant entre les haies, le long des chênes, sans faire de bruit. Chase restait près des bordures, évitant les lampadaires. Une silhouette sombre parmi d'autres. Si je ne l'avais pas cherché, je ne l'aurais jamais vu. Ce n'était pas une promenade, c'était une manœuvre. Arrivé à l'angle de Maple et Oak Ridge, il s'arrêta, oreille dressée, alerte. Puis à ma surprise, il coupa par le jardin des Sandler. Un raccourci que je n'avais jamais observé. Entrer, c'était franchir une limite. Propriété privée. À 68 ans, je n'avais pas envie d'expliquer à un agent de police pourquoi je rampais dans les buissons à 2h du matin. Et puis merde, ai-je soufflé. Je l'avais suivi jusque-là. Je ne comptais pas m'arrêter maintenant. Le chemin de Chase nous menait vers le vieux quartier de Westbrook. Celui où les maisons s'espacent davantage, où les rues sont moins éclairées et où les clôtures cèdent de la place aux haies sauvages. Beaucoup des résidents ici étaient là depuis des décennies. Des vétérans, des veuves, des âmes tranquilles qu'on ne voyait guère que pour ramasser leur courrier ou arroser leurs rosiers. L'obscurité était plus profonde dans ce coin de ville et mon pas se fit plus lent. Je devais tendre l'oreille pour capter les bruits légers, le cliquetis des griffes sur le bitume, le froissement des buissons. 2 fois, je crus avoir perdu Chase, mais une silhouette furtive ou un mouvement à peine perceptible me ramenait sur sa piste. Au bout d'une quinzaine de minutes, Chase ralentit. Nous étions arrivés à Willow Bend Lane, un cul-de-sac paisible bordé d'arbres matures et de pelouses bien entretenues. Chase s'approcha d'une petite maison blanche aux volets bleus. Elle avait l'air modeste, mais soignée, avec un seul luminaire allumé à l'intérieur, projetant une lumière douce à travers une fenêtre du salon.
Chase fit le tour par l'arrière, contournant la clôture sans bruit. Je restais à l'abri d'un vieux rhododendron, me faufilant assez près pour garder le visuel sans déclencher les capteurs de lumière. Et là je le vis. Il s'assit le dos droit devant une porte arrière. Ni agité, ni pressé, simplement présent. Puis la lumière du porche s'alluma et la porte s'ouvrit. Une femme âgée, en robe de chambre, apparut dans l'embrasure. Elle avait les épaules un peu voûtées, les cheveux d'un argent pur soigneusement attachés. Elle se pencha doucement, salua Chase avec affection. Le chien répondit avec une tendresse que je ne lui avais jamais vue. Il entra dans la maison d'un pas calme. « Te voilà » l'entendis-je dire d'une voix tremblante mais joyeuse. À l'heure comme toujours, ange gardien. J'étais figé. Qui était-elle? Pourquoi ce chien venait-il chez elle chaque nuit avec cette régularité militaire? Et pourquoi cette familiarité entre eux, comme s'ils se connaissaient depuis toujours? Je tentais de rassembler mes pensées quand une lumière brutale me frappa. Un projecteur activé par mouvement. Le jardin voisin s'illumina d'un coup et une voix masculine s'éleva méfiante. « Qui est là ?» J'ai un téléphone dans la main et le 911 déjà composé. Et voilà, d'anciens militaires à rôdeurs suspects, en un clin d'œil. « Doucement », répondis-je, sortant lentement de l'ombre, les mains bien visibles. « Je suis Henry Callahan, j'habite sur Chestnut Drive. Je fais une promenade pour l'arthrite. Je me suis un peu perdu. » L'homme, la soixantaine, chauve, en pantalon de pyjama en flanelle et t-shirt usé des Marines, me dévisagea. À 3 heures du matin, derrière, chez Madame Albright. Albright. Je venais enfin d'avoir un nom. Je me suis trompé de rue, mentis-je. La marche m'aide à mieux dormir. Je ne voulais pas empiéter. Il abaissa légèrement son téléphone en voyant mon insigne de vétéran sur ma casquette. Vous avez servi? 30 ans. Sergent-major, retraité. Il acquiesça. Son ton changea. Tempête du désert et Afghanistan, premier à entrer, dernier à sortir. Ce code silencieux entre anciens combattants. Pas encore la confiance, mais une compréhension. Ça ne m'explique pas pourquoi vous étiez dans le jardin de Loretta Albright. Je soupirais. Mentir plus aurait été inutile. J'ai vu un chien entrer chez elle, un berger allemand qui boite. J'ai cru qu'il était perdu. Le visage de l'homme s'éclaira d'un coup. Ah, Chase, il vient tous les soirs. Il vient? Oui. Il appartient à quelqu'un de votre côté du quartier. Il a commencé à venir il y a des mois. Madame Albright est diabétique. Elle vit seule depuis que Thomas est parti. Le nom me figea. Thomas, son fils. Militaire comme nous. Afghanistan aussi. Il n'a pas tenu le coup au retour. Il fit un geste discret. J'avais vu ce geste trop de fois. Il voulait dire qu'il s'était donné la mort. Le chien était à lui? Je ne crois pas. Elle ne l'a jamais dit. Mais ce chien, il est spécial. Il arrive à heure fixe, reste environ une demi-heure. Elle dit qu'il est mieux que n'importe quelle aide-soignante. Je hochai la tête, bouleversé. Bien, au moins, il n'est pas perdu. Merci de ne pas avoir appelé la police. Pas de mal. Mais évitez les détours dans les jardins privés. Madame Peterson en face a des caméras partout. Elle ne plaisante pas. Bien noté. Je pris le chemin du retour en suivant les trottoirs, cette fois les réverbères jetant une lumière tiède sur les maisons endormies. Mon esprit était en ébullition. Chase n'était pas un vagabond. Il n'errant pas au hasard. Il répondait à un appel, une vieille dame diabétique dont le fils militaire s'était éteint. Un chien blessé, autrefois lié à ce fils, qui venait lui rendre visite toutes les nuits. Et ce regard, cette intensité dans les yeux de Chase. Je m'étais méfié d'un chien héroïque. Et c'était moi le suspect. Une fois rentré, j'ai allumé l'ancien ordinateur portable de Julia, celui que je n'avais pas touché depuis des mois. J'ai tapé « chien et diabète hypoglycémie » dans le moteur de recherche. Les résultats m'ont surpris. Certains chiens, même sans formation, pouvaient détecter des chutes de glycémie grâce à leur odorat. Il existait des chiens spécialement entraînés pour alerter leur maître, mais d'autres développaient cette capacité seuls. Et si Chase faisait ça, s'il sentait que Loretta tombait en hypoglycémie et venait l'alerter, cela expliquerait tout. Le timing, la régularité, l'urgence dans sa démarche, le lien. Je suis resté éveillé jusqu'à l'aube, lisant, comparant, recoupant. Le monde me semblait différent, plus profond, plus chargé de sens. Ce que j'avais pris pour une fugue désespérée était peut-être une mission de sauvetage. Je n'ai pas dormi cette nuit-là, pas une minute. Quand le soleil a percé les rideaux de ma cuisine, j'étais encore là, assis, le regard perdu dans ma tasse de café froid, à repasser en boucle ce que j'avais vu. Chase, Loretta, la routine, la précision, la tendresse. Et cette impression écrasante que j'étais passé à côté de quelque chose de vital pendant des semaines, peut-être même des mois.
Le pire, c'est que j'avais presque honte. Honte d'avoir observé ce chien comme un simple phénomène, une curiosité de voisinage alors qu'en vérité, il accomplissait un acte d'une pureté absolue. Il venait veiller sur une femme âgée, chaque nuit, dans l'ombre, sans reconnaissance, sans récompense, juste par fidélité, et peut-être par amour. Le lendemain, vers 10 heures, j'ai vu Nolan garer son SUV devant chez lui. Il était visiblement exténué, mais je n'ai pas attendu qu'il sorte ses sacs. Je suis sorti directement, l'air résolu. « Faut qu'on parle !» ai-je dit en m'approchant. Il haussa un sourcil. « Bonjour à vous aussi, monsieur Callahan. » Je n'avais ni le temps ni l'envie pour les formules de politesse. « Chase, il sort la nuit. Il saute votre clôture. À heure fixe. Il se rend chez une certaine madame Albright sur Willow Bend Lane. » Nolan pâlit légèrement. « Je vous ai vu, vous savez, ajoutai-je. J'ai suivi Chase moi-même. » Il ferma les yeux un instant, soupira. « Bon sang, je m'en doutais, mais je n'étais pas sûr. » « Depuis combien de temps ça dure ?» Il me regarda avec cette lassitude qu'on réserve aux vérités qu'on aurait voulu éviter. « Quelques mois, j'ai cru d'abord qu'il fuguait, mais il revenait toujours. Il n'aboyait pas, ne détruisait rien. Et j'ai commencé à remarquer que c'était toujours les mêmes nuits. Je l'ai suivi une fois, moi aussi. Je suis tombé sur cette vieille dame, Loretta. Elle a ouvert la porte comme si elle attendait quelqu'un. Et elle m'a dit, simplement, « Vous n'êtes pas lui. » Il passa une main dans ses cheveux. Je n'ai rien dit. Je ne savais pas quoi faire. C'est son chien. Mais c'est aussi plus que ça. Je hochai la tête, comprenant exactement ce qu'il voulait dire. Vous savez qu'il l'aide ? Médicalement, je veux dire. Elle est diabétique. Il détecte ses baisses de glycémie. Il veille sur elle. Il sembla surpris. Je l'ignorais. Il ne fait pas que la visiter. Il la protège. Il la surveille. Et il revient comme si de rien n'était. Nolan s'assit sur la marche de son perron. Je l'ai adopté après que son maître s'est suicidé. On me l'a confié en me disant qu'il était instable, imprévisible. Mais j'ai vu autre chose. Il est brisé, oui, mais pas dangereux. Il releva les yeux vers moi. Il a besoin de cette routine. Elle le maintient. Elle lui donne un but. Un silence lourd s'est installé entre nous. Ce silence que seuls deux hommes ayant vu la guerre peuvent partager. Celui de ceux qui ont appris que les blessures invisibles sont souvent les plus douloureuses. Est-ce qu'elle sait, pour lui, pour son passé ? Nolan secoua la tête. Je ne crois pas. Elle l'appelle le veilleur, c'est tout. Je me frottais le menton. Et s'il ne revenait pas ? Si un jour il glissait, tombait, il n'est pas jeune. Je sais, c'est ce qui me tourmente. Il me regarda dans les yeux. Vous seriez prêt à m'aider ? À installer quelque chose pour lui ? Une rampe ? Un passage sécurisé ? Pour qu'il puisse faire sa ronde sans se blesser. Je souris malgré moi. Après tout ce temps, voilà que ce fichu chien nous réunissait. Je crois que c'est la chose la plus intelligente que j'aurais faite cette année. On a passé la journée à bricoler. Deux vieux cabossés côte à côte, à scier, clouer, ajuster. On a fabriqué une sorte de rampe articulée en bois le long de la clôture, avec des points d'appui, une pente douce, un petit portillon que Chase pourrait pousser du museau, verrouillé uniquement de l'extérieur. Chase nous observait tout du long, en silence. Avec cet air concentré qu'il prenait toujours quand il analysait quelque chose. Je me suis surpris à lui parler à voix haute comme à un collègue. « T'inquiète pas, soldat, on sécurise ta route. » Quand la rampe fut terminée, j'ai observé Chase s'en approcher, la tester. Il a reniflé, mis une patte, puis une autre. Il a compris. Il a regardé Nolan, puis moi, puis il a tourné la tête vers Willow Bend Lane, vers sa mission. Et il a attendu. Il n'est pas parti ce soir-là. Pas avant que Nolan ne vienne le saluer. Pas avant que le soleil ne soit tombé, que les ombres ne s'étendent sur les trottoirs. À 2h13, il s'est mis en marche. Je l'ai suivi. Mais cette fois, à découvert, je marchais sur le trottoir. Pas besoin de me cacher. Je voulais être témoin, pas espion. Chase entra par le portillon, descendit la rampe et s'éloigna. À Willow Bend Lane, la lumière était déjà allumée. Loretta ouvrit la porte. Chase entra. Elle s'agenouilla lentement pour l'accueillir. Et moi, je restais là sur le trottoir, la gorge nouée. Parce qu'en cet instant, dans cette maison silencieuse, dans cette ville ordinaire, quelque chose d'extraordinaire se produisait. Une mission se poursuivait, un lien se réparait, deux cœurs brisés se soignaient, nuit après nuit, dans l'ombre d'un monde qui ne regardait plus. Je suis retourné chez moi ce soir-là sans un mot, sans même allumer la lumière. Je me suis assis sur le vieux fauteuil en cuir que Julia avait toujours détesté, celui qui grinçait à chaque mouvement mais qui m'enveloppait comme une armure. Et j'ai simplement écouté. Le silence de la maison,
Le tic-tac régulier de l'horloge murale, l'écho de mes souvenirs, de plus en plus flous, de plus en plus douloureux. Pendant des années, j'avais cru que je survivais, que j'avançais. Mais en réalité, j'étais à l'arrêt, figé dans une routine vide, une existence silencieuse. Et c'est un chien, un fichu berger allemand boiteux qui venait de rallumer une lumière là où je ne pensais plus rien pouvoir brûler. Les nuits suivantes, Chase continua ses visites. Toujours à la même heure, toujours avec la même précision. Je cessais de le suivre. Ce n'était plus nécessaire. Ce qui m'importait désormais, c'était ce que tout cela signifiait, ce que ça disait sur nous, sur la façon dont la loyauté et la douleur peuvent se lier en quelque chose de presque sacré. Un matin, alors que je m'apprêtais à refermer ma boîte aux lettres, je trouvais un mot glissé à l'intérieur, une enveloppe pliée en deux avec mon nom écrit à la main. L'écriture était fine, hésitante mais soignée. « Cher Monsieur Callahan, j'espère que je ne suis pas indiscrète. » Chase parle peu, mais ses silences me sont bavards. J'ai cru comprendre que vous étiez celui qui avait facilité sa venue. Je n'ai pas de mots assez justes pour exprimer ce que sa présence signifie. Il m'a sauvé la vie. Plusieurs fois. Il ne le sait peut-être pas, mais moi je le sais. Si vous avez un jour le temps ou le courage, j'aimerais vous rencontrer. Avec toute ma reconnaissance, Loretta Albright, je relus la lettre 3 fois, les mains tremblantes. C'était la première fois depuis longtemps que quelqu'un m'invitait quelque part. Sans condition, sans pitié. Juste avec gratitude. J'ai attendu 2 jours avant de répondre, pas par hésitation, mais parce que je voulais trouver les bons mots. Au final, j'ai simplement écrit « Chère Madame Albright, le courage revient parfois par petites vagues. J'accepte votre invitation. Avec respect, Henry Callahan. » Le lendemain, je suis allé à pied jusqu'à sa maison. Elle m'attendait sur le porche, une tasse de thé à la main. Sa silhouette était frêle, mais ses yeux étaient clairs, pénétrants. Elle portait une écharpe en laine tricotée à la main, sûrement faite par elle-même. « Monsieur Callahan, dit-elle avec un sourire doux, ou devrais-je dire, l'homme de l'ombre. » Je ris malgré moi. Elle m'invita à m'asseoir sur le banc, à ses côtés. « Vous savez depuis le début que je vous observais ?» Elle hocha la tête. Chase me le disait, pas avec des mots, bien sûr, mais il me regardait différemment les soirs où vous le suiviez, comme s'il voulait me dire qu'il n'était pas seul. On resta là, un moment, en silence. Puis elle reprit. Mon fils s'appelait Thomas. Il a servi en Afghanistan, 2 fois. Il était fort, silencieux, comme Chase. Il ne parlait pas beaucoup de ce qu'il avait vu là-bas, mais je savais qu'il portait un fardeau. Elle se tut, les yeux humides. Il n'a pas survécu au retour. Je sentis une pointe dans ma poitrine. « Je suis désolé, dis-je, d'une voix rauque. » Elle hocha la tête. Je crois que Chase et lui ont partagé quelque chose. Je ne sais pas exactement quoi, peut-être un poste, peut-être une mission, mais depuis que Thomas est parti, Chase vient ici, comme pour continuer ce qu'ils ont commencé. Elle se tourna vers moi. « Vous comprenez ça, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête. « Oui, mieux que vous ne pouvez l'imaginer. » Elle sourit tristement. Parfois, je me réveille au milieu de la nuit, en sueur, le cœur battant. Mon taux de sucre chute sans que je m'en rende compte. Et à ce moment-là, il est là, Chase. Il me réveille doucement. Il me pousse du museau, il me fait revenir à moi. Je restais muet, profondément ému. Il n'est pas seulement un chien, c'est un lien, une mémoire, une promesse. Je ne pus que murmurer, une mission. Elle sourit. Exactement, une mission. Ce jour-là, je suis resté plus longtemps que prévu. On a parlé de tout et de rien, de nos conjoints disparus, de nos silences, de nos souvenirs, et de Chase, bien sûr, qui dormait à nos pieds, paisiblement. Quand je suis reparti, le crépuscule avait déjà envahi les rues. J'avais l'impression d'avoir franchi une frontière invisible, comme si, après des années de solitude, j'avais enfin mis un pied de l'autre côté. Un soir, 2 semaines plus tard, alors que j'aidais Nolan à réparer une poignée de porte, il me lança sans détour « Vous savez que Chase est malade ?» Je m'arrêtai net. « Malade ?» Il hocha lentement la tête. « Il a une cardiomyopathie, dégénérescence progressive du muscle cardiaque. Ce n'est pas encore critique, mais ça le deviendra. Et ses sorties nocturnes, elles lui coûtent. » J'eus un haut le cœur. « Il souffre ? Il ne le montre pas. Mais oui. S'il continue ainsi, il n'a peut-être plus que quelques mois. » Je restais sans voix. Et si on arrêtait les visites ? Il secoua la tête. Vous croyez qu'il accepterait ? Il vit pour ça. C'est tout ce qui le tient debout. Je passai une main sur mon visage. Chase, ce chien infatigable, loyal jusqu'à la dernière respiration, était en train de s'éteindre. Et il ne ralentissait pas. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi non plus. J'étais resté assis sur le rebord de ma fenêtre, à fixer le portillon par lequel Chase passait. Il ne savait pas que je savais. Il ne savait pas que son cœur était en train de lâcher. Mais il continuait, nuit après nuit,
sans jamais faiblir, comme s'il redoutait qu'abandonner sa mission équivaudrait à trahir quelque chose de plus grand que lui, quelque chose de sacré. Je me suis surpris à prier, pas à voix haute, pas avec des mots, une prière silencieuse, presque enfantine. Que le cœur de Chase tienne encore un peu. Juste quelques semaines, juste le temps qu'il puisse partir comme il le voulait, en mission, digne. Le lendemain, j'ai retrouvé Nolan dans sa cour. Il posait de nouvelles lames de bois sur la rampe. Il avait les traits tirés. On ne peut pas le retenir, dit-il sans que j'aie besoin de poser la question. Non, répondis-je, mais on peut l'accompagner, et c'est ce qu'on a fait. Chaque nuit, à partir de ce jour-là, l'un de nous marchait discrètement derrière lui. Pas pour l'arrêter, pas pour le surveiller, pour être là, pour lui porter secours s'il flanchait, pour qu'il ne tombe pas seul. Une garde d'honneur silencieuse. Loretta ne savait rien, elle le recevait comme toujours, avec douceur, elle préparait des friandises qu'il refusait presque toujours, sauf une. Un petit biscuit fait maison, en forme d'os, avec une touche de beurre de cacahuète. Il le prenait toujours au moment de repartir, comme une médaille, une tradition tacite entre eux. Mais nous voyions les signes. Il ralentissait, il peinait à monter les marches du porche. Il posait parfois sa tête sur le seuil, comme pour reprendre son souffle. Et ses yeux, bien qu'encore vifs, portaient l'ombre de l'épuisement. Une nuit, alors que je marchais à ses côtés à distance, il s'arrêta en pleine rue. Il tourna lentement la tête vers moi, et pour la première fois, il s'approcha. Je restai figé. Il vint poser son museau contre ma main. Pas un aboiement, pas un cri, juste ce contact, léger, silencieux, comme s'il disait « merci ». Et puis il repartit, boiteux mais décidé. Je suis rentré en pleurant. Pas des larmes bruyantes, pas de sanglots, juste ce flot lent et incontrôlable, celui qui vient de l'âme, pas des yeux. Julia m'aurait pris la main en silence. Elle m'aurait dit que parfois, la peine est une preuve que l'on aime encore. Le lendemain, j'ai acheté un carnet à couverture rigide. Et j'ai commencé à écrire. Pas pour moi. Pour Loretta, pour Nolan, pour ceux qui viendraient après. J'ai raconté l'histoire de Chase, depuis le début, de son maître tombé au combat contre lui-même jusqu'à sa résurrection silencieuse, mission après mission, nuit après nuit. Je notais tout, la cadence de ses pas, le moment précis où il levait l'oreille, le biscuit au beurre de cacahuète, le regard qu'il posait sur la porte de Loretta. Chaque détail devenait précieux. Un soir, Loretta me téléphona. « Henri !» Sa voix tremblait. « Chase n'est pas venu. Je sentis le sol se dérober. »« Vous êtes sûr ?» J'ai attendu. Jusqu'à 3 heures. Rien. Je raccrochai et courus chez Nolan. Il était déjà dehors, en tongs, la lampe à la main. Le portillon était fermé, la rampe intacte, mais Chase n'était pas là. On a cherché partout. Les rues, le sentier derrière les terrains de sport, les buissons près de la rivière. Je l'appelais à voix basse, entre 2 respirations. Mon cœur battait trop fort. Chaque seconde sans lui était une goutte d'acide. Et puis, près du vieux banc du parc de Briar Hill, je l'ai vu, étendu, immobile. Mais il respirait. Je me suis précipité. Sa poitrine se soulevait lentement, trop lentement. Il ouvrit les yeux en m'entendant. « Hé, soldat !» murmurai-je. Il me regarda, un regard fatigué, mais pas brisé, pas encore. Nolan nous rejoignit. À 2, nous avons soulevé son corps doucement. Il ne protesta pas. Il savait. Il nous laissait faire. Cette nuit-là, il dormit chez moi, sur une couverture au pied de mon lit. Je suis resté éveillé pour l'écouter respirer, pour m'assurer qu'il était encore là. Au matin, il se leva, difficilement, mais il marcha jusqu'à la porte. Il regarda dehors, puis se tourna vers moi, et j'ai compris. Il voulait y retourner, une dernière fois. Je n'ai pas eu besoin de mots. Chase me regardait, debout, dans l'embrasure de la porte, et je savais ce qu'il demandait. Ce n'était pas une supplication, ce n'était pas un caprice, c'était une demande d'honneur, un dernier acte, un ultime engagement, et je n'étais pas homme à refuser cela, pas à lui, pas après tout ce qu'il avait fait. Alors j'ai préparé son harnais, celui qu'il portait parfois quand il suivait Nolan à l'extérieur. J'ai vérifié que la rampe était en place, que le portillon était déverrouillé, et à 2h09 du matin, il a quitté la maison d'un pas lent, plus faible que jamais, mais toujours déterminé. Chaque mouvement semblait peser une tonne, mais il avançait. Une patte, puis l'autre. Il savait où il allait. Je ne l'ai pas suivi cette fois. Je suis allé directement chez Loretta, j'ai toqué à la porte doucement, 3 fois. Elle ouvrit presque aussitôt, comme si elle m'attendait. Elle portait une robe de chambre bleue et ses yeux étaient humides. « Il vient ?» murmura-t-elle. « Oui. » Elle hocha la tête doucement et ouvrit grand la porte. Chase arriva 5 minutes plus tard.
Il s'arrêta sur le porche, leva les yeux vers elle, puis, lentement, il grimpa les 3 marches. Elle se mit à genoux, bien que cela lui coûte manifestement. Il posa son front contre le sien. Et il entra. Je suis resté dehors. Je ne devais pas assister à ce moment. Il leur appartenait, à tous les deux. J'ai attendu dans la rue, les bras croisés contre le froid. Le silence m'enveloppait, paisible, lourd. Le monde semblait suspendu. Puis au bout d'une demi-heure, la porte s'ouvrit. Chase sortit, il n'avait plus le même port. Il marchait comme s'il venait de rendre quelque chose, comme s'il avait laissé derrière lui une part de douleur ou peut-être une promesse enfin tenue. Il descendit lentement les marches. Loretta, debout dans l'encadrement, le regardait sans dire un mot. Quand il arriva à mon niveau, il s'arrêta. Je le regardais. « Tu veux rentrer, soldat ?» Il ne bougea pas. Alors je me baissai, passai mes bras sous lui. Il était plus léger que je ne l'imaginais, plus fragile. Il se laissa porter sans résister, posant sa tête contre mon épaule. Je l'ai ramené chez moi. Je l'ai installé dans le vieux panier de Julia, celui où elle mettait autrefois les couvertures pour les journées de lecture. J'ai apporté une gamelle d'eau, mais il n'en voulut pas. Il s'était déjà couché, les yeux mi-clos, le souffle lent. Je me suis assis, à côté de lui. Je lui ai lu une lettre, celle que j'avais commencée des semaines plus tôt. Une lettre pour lui. « Cher Chase, tu n'as jamais parlé, mais tu as tout dit. Tu n'as jamais cherché l'attention, mais tu l'as mérité plus que quiconque. Tu es entré dans nos vies sans frapper, et tu nous as guéris sans un mot. Tu n'étais pas qu'un chien. Tu étais un souvenir vivant, une promesse tenue, une mission menée jusqu'au bout. Tu ne pars pas, tu restes, à jamais, dans chaque pas que j'ose encore faire. Repose, soldat, tu l'as bien mérité. Il ne m'a pas quitté cette nuit-là, ni la suivante. Mais le 3e soir, alors que je me levais à l'aube, je l'ai trouvé couché, immobile, les yeux fermés, paisible, le museau tourné vers la fenêtre, là où le soleil se levait doucement. Il était parti, et pourtant, il avait l'air présent, comme s'il avait simplement glissé dans le sommeil, comme s'il allait se relever d'un instant à l'autre pour reprendre son tour. J'ai appelé Nolan. Il est venu sans un mot, les yeux rougis. Loretta nous a rejoints peu après en marchant lentement avec une canne qu'elle ne sortait jamais. On s'est retrouvés tous les 3 dans mon salon, en cercle autour de ce chien endormi. Nolan sortit une petite boîte. « Je ne lui avais jamais donné ça, dit-il. C'était la médaille de Thomas. Je crois qu'il est temps. » Il posa la médaille sur le collier de Chase, un petit disque gravé, usé mais lisible. Pour bravoure, pour loyauté, pour service silencieux, on ne pleura pas ce jour-là, pas devant lui. On l'enveloppa dans une couverture militaire, on le porta jusqu'au vieux terrain boisé derrière chez moi. Et là, sous un vieux chêne, on lui creusa un endroit, pas une tombe, un sanctuaire. Je fabriquai une pierre, simple, une plaque de cuivre gravée, Chase, gardien, frère d'armes, jusqu'à la dernière mission. Le soir venu, j'ai allumé une lanterne devant la maison, une lanterne que je n'éteindrai plus. Et cette nuit-là, je crus l'apercevoir. Juste une silhouette, un chien, traversant la rue dans l'obscurité, en silence, marchant toujours, fidèle à l'appel. Le lendemain matin, la maison était trop silencieuse. Un silence inhabituel, lourd, qui s'infiltrait jusque dans les murs. J'ai passé la main sur le panier vide de Chase, la laine encore tiède. Puis lentement, j'ai ouvert les volets. La lumière du matin inonda la pièce, mais elle ne réchauffait rien. J'avais perdu plus qu'un chien. J'avais perdu le rythme qui m'avait permis de survivre depuis tout ce temps. Mais je n'étais pas seul dans ce vide. Nolan est passé dans l'après-midi. Il n'a rien dit au début. Il a simplement apporté une boîte. À l'intérieur, il y avait le carnet dans lequel j'avais consigné les habitudes de Chase, ses trajets, ses rituels, ses silences. Je l'avais laissé chez lui, sans trop savoir pourquoi. Il me tendit la boîte. « On devrait le publier », dit-il simplement. « Pas pour la gloire, pour ceux qui, comme lui, vivent dedans l'ombre. » Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai regardé ce carnet, le cuir usé, les pages cornées, puis j'ai hoché la tête. Mais pas comme un journal intime, dis-je. Comme un témoignage, une mémoire, une transmission. Alors on s'y est mis. Pendant des semaines, chaque soir, on se retrouvait dans mon salon ou sur le porche de Loretta. On lisait à voix haute, on corrigeait, on reformulait, on ajoutait des détails qu'on avait oubliés. Loretta écrivait des passages d'elle-même, des souvenirs de son fils, des impressions sur Chase, des phrases simples mais d'une justesse bouleversante. Il ne parlait pas, mais il m'écoutait. Il avait cette manière de poser sa tête sur mes genoux quand mon cœur battait trop vite. Quand je faisais une crise, il ne me quittait pas, même quand je hurlais. Et au fil des pages, Chase devenait plus qu'un chien.
Il devenait un lien, une force tranquille, un trait d'union entre des existences brisées. Il était celui qui avait veillé sur les éclats de nos âmes. Un jour, Nolan est arrivé avec un contact, une petite maison d'édition spécialisée dans les récits de vétérans. On leur a envoyé le manuscrit. 2 semaines plus tard, il rappelait. Il voulait le publier tel quel, sans fioriture. Le livre est sorti 3 mois plus tard. Titre simple, sans prétention, Le dernier tour de garde, l'histoire de Chase. Les premières semaines, on s'attendait à vendre quelques exemplaires, aux voisins, à des anciens camarades. Mais quelque chose s'est passé, un bouche à oreille, des partages sur des forums, des lecteurs qui pleuraient, qui se reconnaissaient, et puis un jour, un appel. Une femme, ancienne militaire, aujourd'hui éducatrice pour chiens de thérapie. Elle avait lu le livre. Elle voulait lancer un programme, en son honneur, le projet Chase. Former d'anciens chiens militaires à devenir des compagnons pour des vétérans isolés ou des personnes âgées souffrant de troubles métaboliques. Le concept était simple, la mise en œuvre difficile, mais elle était déterminée. Elle nous proposa de devenir parrain du projet, pas pour les discours, pas pour les médias, juste pour être là, pour rappeler pourquoi ça avait commencé. On accepta. Le premier centre ouvrit à Portland, puis un autre à Spokane, puis à Denver. Dans chaque hall d'entrée, une plaque identique, en mémoire de Chase, soldat sans uniforme, protecteur sans bruit, ami jusqu'au bout. Loretta, Nolan et moi fîmes un discours lors de l'inauguration du second centre. Loretta lut sa lettre d'adieu, Nolan parle de la guerre, de la reconstruction. Moi, je racontais la première nuit, celle où j'avais cru que Chase s'enfuyait, et je terminais par ces mots. Ce que je croyais être une fuite était en réalité une avancée. Il n'allait pas vers l'inconnu. Il retournait là où il était attendu. Nous ne comprenons pas toujours les chemins que prennent les âmes braves. Mais parfois, si on écoute, si on suit, on découvre qu'elles nous montrent la voie. Ce soir-là, en rentrant, je suis passé par Willow Bend Lane. La maison de Loretta était sombre mais paisible. Je me suis assis sur le vieux banc, celui où j'avais aperçu Chase pour la première fois. J'ai fermé les yeux, et dans le silence, je l'ai entendu. Pas un aboiement, un souffle, un pas régulier, et j'ai su qu'il n'était jamais vraiment parti. Les mois ont passé, le projet Chase a pris de l'ampleur bien plus vite qu'on ne l'aurait imaginé. De simples vétérans à la retraite se retrouvaient soudain mentors, guides pour des chiens eux-mêmes marqués par la vie. Des duos improbables se formaient dans tout le pays. Un ancien pilote de chasse et un labrador unijambiste, une infirmière à la retraite et un malinois hyperactif, un jeune homme amputé revenu d'Irak et une chienne aux cicatrices de feu. Chaque binôme racontait sa propre version de l'histoire que nous avions vécue, celle d'un animal au passé lourd qui, par une fidélité muette, redonnait sens et rythme à une vie fracturée. Loretta venait de moins en moins aux réunions. L'âge, sans doute, mais aussi un apaisement discret. Elle semblait allégée, comme si Chase lui avait laissé assez de force pour traverser la suite seule. Elle disait souvent « Il m'a montré que je pouvais encore attendre quelqu'un, que la porte pouvait encore s'ouvrir, même la nuit. » Je continuais d'écrire. Pas des livres, pas vraiment. Des lettres à Chase. Des lettres que je ne postais pas, évidemment, mais que je laissais dans une boîte en fer, enterrée près de l'arbre sous lequel il reposait. Je lui racontais les nouveaux chiens, les nouveaux anciens combattants, les maladresses, les progrès, les petits miracles du quotidien. Je lui disais que son nom circulait dans des endroits où il n'avait jamais posé la patte, dans des salles d'attente de vétérans, dans des unités de soins, dans les couloirs d'école pour chiens de service. Et chaque fois, je terminais par ces mots « mission toujours en cours ». Un soir, alors que je faisais une conférence au centre Chase de Sacramento, une jeune femme est venue me voir à la fin. Elle portait une veste d'unité d'élite, les cheveux courts, un regard à la fois dur et fragile. Elle m'a tendu une photo. On y voyait un berger allemand couché au pied d'un lit d'hôpital. Un homme dormait, connecté à plusieurs machines. La femme me dit « C'est mon père ». Et le chien, c'est Murphy. Il venait de l'armée, traumatisé. On allait l'euthanasier. Quelqu'un nous a parlé de votre programme. Depuis, il ne quitte plus mon père. Quand il fait des cauchemars, Murphy saute sur le lit. Il le ramène, il le tire hors du noir. Je suis resté sans voix. Elle ajouta simplement « Je voulais vous dire merci, à vous et à lui ». Elle pointa la couverture de mon livre. Le cœur serré, je lui ai tendu la main. C'est Chase qu'il faut remercier. Moi, je n'ai fait que suivre. Elle sourit. Alors suivez encore, on en a besoin. Ce soir-là, de retour dans ma chambre d'hôtel, j'ai repris mon carnet et j'ai écrit « Cher Chase, il y a une fille à Sacramento qui prononce ton nom comme une bénédiction. Tu ne l'as jamais rencontrée ?
Mais tu l'as touché et son père dort maintenant avec un gardien silencieux à ses côtés. Tu continues, même d'où tu es, et moi je continue de marcher derrière toi. À mon retour, Nolan m'attendait avec une idée folle. On devrait faire une commémoration annuelle, une sorte de veillée, pas seulement pour Chase, mais pour tous les chiens comme lui, tous les anciens combattants invisibles. J'ai souri. « Et tu comptes s'appeler ça comment ?» Il répondit sans hésiter, « La nuit du veilleur. Chaque année, le 3 octobre, la date de la dernière mission de Chase, on organise une veillée. Pas un événement officiel, juste des gens partout qui allument une lumière, une lanterne, une bougie, même une simple veilleuse, et qui se taisent 5 minutes pour penser à ces présences silencieuses qui les ont tenus debout. La première année, on pensait être une poignée, mais les réseaux sociaux s'en sont mêlés. Des vétérans ont partagé, des familles aussi. Et la nuit venue, des milliers de lumières ont brillé. Fenêtres, jardins, trottoirs, une ville entière dans le silence, guidée par la lumière d'un chien disparu. Et au milieu de ce silence, un message. Je veille encore. La nuit du veilleur est devenue un rituel dans tout le pays, presque malgré nous. Des gens qui ne connaissaient rien de Chase allumaient leur lumière, juste parce qu'ils avaient lu un passage, entendu un témoignage ou croisé une image dans un post partagé 1000 fois. Ce n'était pas une mode, c'était une mémoire vivante. Une chaîne de veilleurs, tous liés par un silence qu'on respectait ensemble. 1 an après la première veillée, j'ai reçu une lettre manuscrite postée de Fairmont, dans l'Indiana. Une jeune fille de 16 ans, dont le frère était mort en mission, y racontait comment leur vieux chien de famille, un golden presque aveugle, s'était mis à dormir sur le pas de sa porte depuis la mort de ce frère. Chaque nuit, sans exception. Je ne sais pas ce qu'il ressent, mais je sais ce qu'il me transmet. Je suis là. Il me reste une mission. Et maintenant, moi aussi, je veux veiller. Merci pour Chase. J'ai accroché cette lettre au-dessus de mon bureau, juste à côté d'une vieille photo. Chase, assis sur le porche, ses oreilles pointées vers l'horizon, comme s'il écoutait encore des ordres que lui seul entendait. Un jour, alors que Nolan et moi terminions une conférence à Charleston, un vieil homme s'est approché, ancien maître chien, médaillé. Il s'exprimait lentement, mais avec la voix de ceux qui ont connu la rudesse des combats réels. Vous savez, j'en ai eu 3, des chiens, 3 bons soldats, mais aucun n'avait ce que Chase avait, ce feu tranquille. Cette capacité à porter des fantômes, je lui ai demandé comment il les avait laissés partir. Il a souri tristement. Je ne les ai jamais laissés. Je les ai juste accompagnés, jusqu'au bout du couloir. Ce soir-là, dans ma chambre d'hôtel, j'ai ajouté une dernière page au carnet. Chase, tu es plus qu'un souvenir. Tu es un départ, une allumette dans les ténèbres. Là où tu as marché, d'autres suivent. Là où tu as veillé, d'autres veillent. Tu n'as jamais eu de statut. Mais tu as une lanterne allumée à chaque coin de rue. Et ça vaut plus que le bronze. Avec Nolan, on a organisé une collecte pour financer une nouvelle aile du centre de formation de Denver. Elle porterait un nom simple, presque secret, Section 213, en hommage à l'heure exacte de la première ronde de Chase. Ce chiffre était devenu un symbole discret, inscrit sur des patchs, des carnets, des colliers. Les membres du programme ne disaient pas « bonne nuit ». Il disait « 213, veille bien ». Et moi, chaque soir, à la même heure, je sortais sur mon perron. Je regardais l'obscurité et je murmurais « Je te vois, mon vieux. Tu marches toujours, hein ?» Et dans le lointain, parfois, j'entendais un vent particulier, une sorte de souffle. Pas celui des arbres, pas celui des voitures, quelque chose de plus grave, de plus profond, comme une respiration ancienne, un souvenir qui passe. L'hiver est revenu à Cedar Hollow avec ses rafales sèches, ses silences lourds et ses souvenirs qui s'accrochent aux fenêtres comme la buée. La rampe de bois par laquelle Chase descendait chaque nuit grince toujours un peu, même si plus personne ne l'utilise. Je l'ai laissé là, comme un repère, un trait d'union entre les jours où il marchait et ceux où il veille. Loretta, désormais fragile mais encore vive d'esprit, passe souvent avec une thermos de thé. Elle parle moins, mais quand elle s'installe dans le fauteuil en face du mien, ses yeux me disent que le silence entre nous suffit. « Tu sais ce que je crois ?» m'a-t-elle dit un soir en versant 2 tasses. Je lui ai répondu d'un regard. « Je crois qu'il est venu pour nous préparer, pas juste pour aider, pas juste pour veiller, mais pour nous apprendre à nous quitter, sans s'abandonner. » J'ai hoché la tête, incapable de parler. Parce que ce n'est pas la mort qui fait peur, Henry. C'est d'imaginer qu'on ne laisse rien derrière. Chase nous a montré qu'on pouvait partir en laissant quelque chose d'invisible, mais indestructible. J'ai revu alors tous ces visages,
Ces soldats perdus, ces femmes épuisées, ces enfants en crise, tous ceux à qui Chase, ou ceux formés par son héritage, avaient redonné quelque chose. Un rythme, un souffle, un sens. Ce que je croyais être la fin était devenu un commencement pour des centaines d'autres. Et moi, vieux vétéran solitaire, je n'étais plus un survivant muet. J'étais un témoin, un passeur. Les écoles nous invitaient parfois, Nolan et moi, à parler aux plus jeunes. Ce que je leur disais n'était jamais très compliqué. Chase n'était pas un héros parce qu'il a sauvé des gens. Il était un héros parce qu'il ne s'est jamais arrêté, même quand ça faisait mal, même quand plus personne ne regardait. Et à la fin, je leur montrais une photo, pas celle du livre, une autre, plus simple. Chase, endormi sur mon vieux tapis, une patte posée sur son biscuit préféré, les oreilles détendues, en paix. Ce chien-là, leur disais-je, n'a pas changé le monde. Mais il a changé un monde, et ça, c'est tout ce que chacun de vous peut faire. Les enfants ne bougeaient plus, et dans ce silence suspendu, je savais que quelque chose passait, que son histoire les touchait comme elle m'avait touché. Chaque année, la nuit du veilleur grandit un peu. Et chaque année, je retourne sous le chêne. Je m'y assieds, une lanterne posée devant moi, je lis à voix haute une lettre, toujours nouvelle, toujours sincère. Et quand le vent passe à travers les branches, il emporte mes mots, je le crois, jusqu'à lui. Cette année, la lettre disait simplement « Chase, je marche encore, pas seul. Ils sont nombreux derrière toi, tu sais, certains boitent, d'autres courent, mais tous avancent, parce que tu l'as fait en premier. Tu n'as jamais cessé de veiller, et nous non plus, on ne cessera pas. Je suis resté là longtemps. Le vent est tombé, le froid m'a gagné lentement. Mais je ne suis pas rentré tout de suite. Parce qu'à ce moment précis, j'ai entendu, juste un battement, un souffle, un pas. Et j'ai souri. Chase était là, pas comme un souvenir, comme une présence, une promesse tenue,